Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle édition du Nouvel Esprit Public où nous allons tenter d'éclairer certains aspects de l'actualité avec Jean-Louis Bourlange qui pour le moment semble avoir une panne de réseau et donc ne nous a pas encore rejoint, mais j'espère qu'il nous rejoindra sous peu, avec Matthias Fekl, ancien ministre de l'Intérieur et conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine, avec Michaela Wiegel, correspondante à Paris de la Frankfurter Allgemeine Zeitung, et avec Lionel Zinsou, président de la Fondation Terra Nova et ancien Premier ministre du Bénin. La date de notre prochaine émission publique sera connue peut-être après le 11 mai. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le dernier numéro est intitulé « L'autre crise », et c'est évidemment celle des inégalités devant le confinement. Le romancier Didier Deninx a parcouru la ville qu'il vient à peine de quitter après 70 ans, Aubervilliers où l'on est venu par milliers faire des réserves de shit avant que les prix n'explosent et où dans certaines cités on en est à la 3e génération de sans-emploi. La journaliste Julie Gacon raconte le confinement vu dans un village de 300 habitants. Le démographe Hervé Lebras commente une cartographie des disparités de logement. La philosophe Adèle Van Rett envisage le confinement comme épreuve existentielle. Le directeur de l'Observatoire des inégalités, Louis Morin, souligne l'attachement extrêmement puissant dans notre pays à la solidarité et s'élève contre le discours catastrophiste qui nie l'importance de la politique. Enfin, Bernadette Bayada, professeure des écoles, met en lumière l'illusion de la continuité pédagogique. Comme l'écrit Robert Solé, nos identités ne sont pas identiques, nous ne sommes même pas égaux dans l'inégalité. Nos BADA, nos suppléments, continuent à être mis en ligne cette semaine. La pandémie vue de Moscou par Étienne Bouche, qui est à Moscou depuis 7 ans, et à venir la situation au Japon et quelques autres projets. Nous vivons de vos contributions et de vos encouragements. Les unes et les autres nous sont précieuses, et ils ne nous manquent pas. Enfin, les contributions nous manquent toujours un peu, mais vos encouragements, en tout cas, sûrement. Je voudrais vous proposer de commencer notre conversation par le discours du président de la République lundi, qui a annoncé la prolongation d'1 mois du confinement en France, qui a esquissé la levée progressive des restrictions et une réouverture des écoles à compter du 11 mai. Cette allocution a été suivie par 36 700 000 téléspectateurs, c'est-à-dire 94,4%, record absolu selon Médiamétrie. S'il a tracé des perspectives pour le déconfinement, le chef de l'État a également maintenu quelques incertitudes sur sa mise en œuvre, laissant le gouvernement assurer dès mardi un service après-vente ardu, appelé à être poursuivi avec la présentation d'ici 15 jours, a dit le chef de l'État, d'un plan de l'après 11 mai. Plusieurs ministres ont temporisé, préférant parler du 11 mai comme d'un objectif et non d'une date officielle de déconfinement. Pour le ministre de l'Intérieur, ce qu'a annoncé le président, ça n'est pas le déconfinement le 11 mai, c'est le confinement jusqu'au 11 mai. Il y a des conditions pour que nous puissions déconfiner le 11 mai. Alors qu'Emmanuel Macron a annoncé une réouverture progressive des crèches, des écoles, des collèges et des lycées à partir du 11 mai, le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, a apporté des précisions. Je cite, « L'école ne sera pas obligatoire le 11 mai, le retour sera progressif, il y aura des aménagements. » Le ministre a notamment mentionné des mesures différentes selon les régions. Il appartient maintenant au gouvernement et à un haut fonctionnaire, Jean Castex, délégué interministériel chargé des stratégies de déconfinement, de préparer cette phase cruciale dans les moindres détails. Elle consistera à mettre à l'abri les plus fragiles, à tester ceux qui ont des symptômes, à confiner strictement les malades et à équiper en masque grand public l'ensemble de la population. Un passage du discours présidentiel a particulièrement retenu l'attention. Je le cite. « Il nous faudra bâtir une stratégie où nous retrouverons le temps long, la possibilité de planifier, la sobriété carbone, la prévention, la résilience. Sachons sortir des sentiers battus, des idéologies et sachons nous réinventer, moi le premier. »
Si 60% des Français souhaitent que la décision politique se fonde uniquement sur des critères sanitaires, selon un sondage Odoxa, ils sont 39% à considérer que l'emploi et la reprise économique doivent aussi être pris en compte. Et en outre, les Français doutent de la capacité du président à surmonter la crise. Sondage après sondage, la confiance s'étiole. Le 19 mars, 3 jours après la proclamation du confinement, une enquête IFOP pour le JDD indiquait que 55% des Français avaient foi en l'exécutif dans la conduite de la guerre contre le virus. 4 semaines plus tard, ils ne sont plus que 38%. Sur cette question, Michaela Wiegel. Oui, alors je crois qu'il n'est pas exagéré vu le temps quand même relativement court que nous sommes en quelque sorte sous le régime de cette pandémie. Le président français a déjà bien changé. Il a présenté plusieurs rôles, si on peut dire ainsi. Il a commencé par minimiser la menace en allant ostentatoirement au théâtre, en disant on va continuer à vivre quand même malgré ce virus. Après, il y a eu un discours avec un ton très martial où il a parlé d'une guerre sanitaire, ce qui l'avait beaucoup choqué en Allemagne, puisque, comme l'a rappelé très récemment le président allemand, ce n'est pas du tout une guerre, mais plutôt un test d'humanité auquel nous faisons face. Et donc, ce dernier discours, on a vu un nouveau Macron, en quelque sorte, qui joue la carte de l'humilité et qui admet pour la première fois des erreurs, des failles. Alors, ce qui m'a le plus marqué, c'est effectivement cette phrase « il faut que nous nous réinventons » et lui en premier. Ça montrait en quelque sorte que il a fait un petit peu le deuil de son projet présidentiel qui consistait quand même à préconiser tout un monde dont on a l'impression qu'il s'écroule actuellement. Et en même temps, je suis restée un peu sur ma soif en me disant, c'est bien de dire il faut qu'on se réinvente, mais on voit pas encore exactement quelles sont les conclusions qu'il a tirées de ce qu'il a appelé les failles. Et donc, il a parlé du temps long, mais ce qui est frappant, c'est qu'il n'a pas du tout regardé ce qu'il avait bien marché ailleurs et où on pouvait trouver en quelque sorte les erreurs de la façon de fonctionner en France. Et on lit beaucoup sur la comparaison avec l'Allemagne à l'heure actuelle. Je trouve assez intéressant que le narratif aujourd'hui consiste à dire oui, Angela Merkel finalement, elle était très prévoyante et c'est pour ça l'Allemagne a moins de morts. Je pense que c'est totalement faux. Angela Merkel était tout aussi surprise que Emmanuel Macron. En revanche, ce qui distingue les deux dirigeants, c'est que Angela Merkel, dès le départ, elle a laissé l'action des acteurs locaux, régionaux et privés se faire et elle n'a pas essayé de centraliser toute l'action. Et je crois que c'est ça qui fait finalement la grande différence dans le bilan et qui donnerait aussi une clé pour ce qu'on peut faire différemment à l'avenir. Matthias Feckel. Plusieurs aspects. D'abord, l'état d'esprit général, je crois, du discours qui marque la très grande difficulté de l'exercice en réalité. Pourquoi ? Parce que dans notre pays, ce qui est demandé au président de la République dans ce type d'intervention, c'est deux choses qui sont très contradictoires et potentiellement inconciliables d'ailleurs. C'est à la fois d'avoir un côté reine d'Angleterre, c'est-à-dire d'incarner l'unité nationale, dont il y a évidemment besoin dans des moments comme celui-ci, et puis dans le même temps ou en même temps d'être le déconfineur en chef, si on peut dire, c'est-à-dire de rentrer dans le détail des annonces, des mesures et de vraiment montrer qu'on tient la barre. Les deux sont extrêmement compliqués et expliquent d'ailleurs peut-être en partie le fait que la confiance dans l'exécutif aujourd'hui soit plus faible en France que dans d'autres pays, et en particulier bien sûr de notre voisin allemand, où il y a une force du système institutionnel qui force
de fait, de par son fonctionnement, à plus de collectif, plus de collégialité dans la décision, et également à plus d'initiatives laissées aux différents niveaux. Moi, je suis très frappé de voir, par exemple, qu'il n'y a pas de régime unique de confinement aujourd'hui en Allemagne. Vous avez des régimes adaptés en fonction de la réalité de la situation sur le terrain, une marge beaucoup plus forte laissée à l'initiative locale, encadrée bien sûr, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi et de laisser des baronnies s'installer. Mais en tout cas, vous avez une adaptation et du coup une souplesse et une réactivité sans doute plus forte. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, c'est sur ce qui est devant nous et l'arbitrage politique qui attend maintenant le président de la République et l'exécutif est extrêmement délicat. Philippe en a parlé tout à l'heure, mais c'est la conciliation entre des impératifs suprêmes de santé publique et des impératifs extrêmement importants de reprise économique et de limitation des dégâts de ce côté-là. Facile à énoncer comme ça. Quand il s'agit devant l'opinion ensuite d'assumer les conséquences qui potentiellement peuvent découler de cet arbitrage, c'est évidemment beaucoup plus compliqué. Je voudrais aborder un dernier point concernant le discours du président et plus généralement la situation dans laquelle nous sommes, qui est celle des libertés publiques. Parce qu'elle est très importante et pas du tout évidemment dans un esprit ni de polémique ni de prescription. Je pense qu'en ce moment rien n'est pire que les inspecteurs et les inspectrices des travaux finis qui viennent expliquer ce qu'il aurait fallu faire, pourquoi il fallait évidemment faire le contraire de ce qui est fait et pourquoi tout serait mieux dans ce cas-là. Mais on voit quand même, je trouve, dans cette période, à quel point nos libertés sont fragiles et à quel point surtout beaucoup d'entre nous sont en réalité prêts à y renoncer dès lors que la peur s'installe et dès lors que l'épidémie gravissime, inédite, est présente et menace chacune et chacun d'entre nous. Donc je pense que ce débat devra avoir lieu aussi de manière intelligente, apaisée, raisonnable, mais elle montre quand même que les choses sont extrêmement ténues de ce côté-là. Et quand on liste aujourd'hui les grandes libertés qui sont mises entre parenthèses, provisoirement, bien sûr, heureusement, dans le monde entier, la liberté d'aller et de venir, la liberté de se rassembler, la liberté de manifester, pas encore la liberté d'expression, fort heureusement, ça fait quand même froid dans le dos. Et donc, je pense là-dessus qu'il y aura aussi à avoir, notamment au moment de la sortie du confinement, vraiment les bons équilibres et un curseur à placer vraiment où il faut pour que nous ne renoncions pas, en France et ailleurs, à l'essentiel au détour de cette crise. Gabriel Zinsou. Oui, moi je trouve que c'est un grand discours. Il faut probablement l'inscrire parmi les grands discours des chefs d'État de la Ve République, un de ceux dont on se souviendra comme de ceux du général de Gaulle, ceux de François Hollande au moment de Charlie Hebdo et au moment des attentats de novembre. D'ailleurs, les Français ne s'y sont pas trompés puisqu'ils ont été près des 2/3 à approuver ce discours et à le trouver convaincant. Du coup, moi j'ai quelques interrogations sur les sondages. On a à la fois une cote de popularité du président de la République qui se tient, on a une grande satisfaction quand il s'exprime, et en même temps un doute, quelque chose sur la confiance du fonctionnement de l'État. Mais peut-être ne lui attribue-t-on pas toutes les failles, toutes les lacunes et toutes les lenteurs. Je crois qu'il est assez convaincant. On a l'impression qu'il est très volontaire. Manifestement, il y a eu des éléments d'impréparation. Il est à son crédit de le reconnaître. Le mot humilité a remplacé l'anaphore « nous sommes en guerre ». Il y avait donc un sentiment de vérité. Maintenant, c'était donc très réussi d'un point de vue rhétorique. C'était très réussi du point de vue du ton, qui était devenu beaucoup plus fait d'empathie, de proximité, d'intimité. Mais il reste qu'il y a eu une impréparation, qu'elle est reconnue. Et une petite inquiétude que moi j'ai eue après ce discours, c'est est-ce que nous allons impréparer également la reprise ? Alors, impréparer, c'est parce qu'on fabrique des verbes en ce moment. Tout à l'heure, des verbes et des substantifs. J'ai entendu Mathias qui utilisait le mot déconfineur.
Alors, déconfineur, donc ça c'est un nouveau substantif. Déconfiner, c'est un nouveau verbe. Il faudrait pas peut-être essayer comme sur le modèle de déconfiturier. Non, Il faudrait juste pas qu'on s'habitue à conjuguer le verbe impréparé, parce que je crois qu'il est tout à fait normal de dire que le déconfinement va se passer de façon graduelle, qu'on ignore encore beaucoup de choses sur la dynamique de l'épidémie, beaucoup de choses sur la nature du virus, beaucoup de choses sur ses effets, même jusqu'à certains doutes qui sont alors vraiment très fondamentaux sur la capacité de recontamination. Donc c'est vraiment logique de dire que le déconfinement va se faire de façon très prudente. Je crois que tout le monde lui en sait gré, même si c'est un peu pénible de le voir prolonger pendant des mois avec fermeture des frontières, probablement pendant une bonne partie de l'été. Je sais que ça a désespéré les hôteliers, les restaurateurs, toutes les professions de tourisme, c'est-à-dire quand même directement et indirectement plus de 10% de l'emploi en France. Mais maintenant, il va falloir faire un acte de confiance sur la préparation de la reprise. Une autre chose qui m'a frappé, c'est que c'était à certains égards, cette fois-ci, un discours de gauche, parce que quand on prononce le mot planifié, quand on s'inscrit dans le temps long, quand on fait l'éloge du modèle social français, en fait, quand également on fait, c'est déjà maintenant la troisième fois, mais on fait de façon très convaincante l'éloge du rôle extraordinaire des gens ordinaires, on se rapproche de valeurs qui étaient dans la campagne. Il y a certainement eu une majorité d'électeurs sociaux-démocrates, disons, dans l'élection, et c'est comme si on était en train de les retrouver. Donc c'est un peu également fondateur de l'acte 2, je pense, du quinquennat. J'ajouterai un petit point, c'est que il a redit la foi européenne et il a parlé de la solidarité mondiale et il a parlé de l'Afrique et il a annoncé un geste qu'il a accompli avec quelques autres chefs d'État et de gouvernement européens et des chefs d'État africains 2 jours après sur l'effacement de la dette et un effort absolument nécessaire en expliquant que on était tous solidaires et que il ne pouvait pas y avoir un continent qui continuait à s'enfoncer quand les autres commençaient à se redresser. Et donc, il y avait aussi cette dimension d'internationalisme, de multilatéralisme dans les valeurs qui étaient mises en avant. Donc, c'est un vrai discours de valeurs et je crois que les Français ne s'y sont pas trompés. Michaela Figel. Oui, moi j'aimerais revenir à ce que Lionel vient de dire sur un retour en quelque sorte au discours de la campagne. Il y a un autre aspect dont Emmanuel Macron avait beaucoup parlé pendant la campagne présidentielle et qui, à mon avis, au regard de ce que nous attend concernant le déconfinement, en tous les cas, un retour à quelque chose, probablement pas à la normale, mais en tous les cas à une vie économique qui reprend peu à peu, c'est ces promesses concernant une prise en considération justement des régions, des acteurs locaux, de l'aspect girondin de sa campagne et qu'il a très vite oublié une fois qu'il était à l'Élysée et qui était aussi au cœur de ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes. Je pensais d'ailleurs, on parlait déjà de acte 2, donc pour moi c'est plutôt l'acte 3 qui commence avec cette pandémie. Et je crois ce qui sera très important, c'est que l'État français, en quelque sorte, apprenne à différencier parce que nous avons, avec cette pandémie, des foyers très, très différents d'un endroit à l'autre. On a beaucoup parlé du Grand Est, l'Île-de-France étant un autre foyer, et on a des régions bénies, en quelque sorte, où il y a très, très peu de cas, voire aucun cas grave comme en Lozère. Et je pense que le retour ne peut pas se faire de la même façon et il faut aussi prendre en considération les différences de densité. Paris peut pas être traité comme, et je parle sous le contrôle de Matthias Fekl, comme un endroit, une région très rurale où de toute façon l'habitat est beaucoup plus espacé et où on a beaucoup plus de moyens de pratiquer cette distanciation sociale. Et donc je crois que ce sera
très, très intéressant de voir comment dans la pratique, l'État français s'adaptera à ce défi qui est pour la première fois un défi qui ne se résoudra pas avec les ressorts traditionnels, c'est-à-dire un recours au centralisme. Moi, je pense qu'il est très notable que beaucoup de maires ont essayé de prendre déjà des initiatives, mais ils étaient tout de suite arrêtés dans leur volonté de contribuer en quelque sorte à montrer des chemins pour sortir. Pareil pour les régions, il y a ce cas quand même assez spectaculaire où l'État va à travers des policiers réquisitionner les masques que la région Bourgogne-Franche-Comté avait commandé en Chine et sur l'aéroport de Mulhouse-Bâle prendre possession de ces masques pour les donner aux soignants. Donc, je crois que il sera très important de faire beaucoup mieux interagir les différents acteurs et je crois à travers une telle démarche reviendra aussi cette confiance qui fait le plus défaut parce qu'on a parlé des sondages, on voit quand même dans les sondages que la défiance des Français vis-à-vis du gouvernement est très élevée dans la comparaison européenne et je crois faire confiance aux acteurs locaux et régionaux fait revenir aussi la confiance dans le gouvernement. Mathias Wickel. Je pense que le terrain est extrêmement, je ne sais pas s'il faut dire glissant, mais en tout cas mouvant. Pour le coup, je crois que on est encore en pleine crise, on est au milieu du chemin. Si le confinement, si la fin du confinement plus exactement se confirme pour le 11 mai, et que c'est à ce moment-là qu'on saura vraiment où on en est en termes politiques. Ça, je crois que là-dessus, il faut être tous, moi inclus, extrêmement prudent et extrêmement modeste parce que tout le monde est encore sous le choc et tout le monde est encore dans une situation complètement anormale et extraordinaire au sens propre du terme. C'est ensuite, au moment où sera fait le bilan de la gestion de la crise, où sera évaluée la manière dont le travail a été effectué et finalement qu'on saura comment les choses peuvent avancer. Ce qui est certain, c'est que autant je ne crois pas au monde d'après que tout le monde imagine un peu de la manière dont il l'a toujours rêvé, autant je pense quand même qu'énormément de choses vont être changées et en particulier va se poser la question du rapport à la mondialisation. Moi, j'ai toujours dit et pensé, je considérais que au cours des dernières décennies, le balancier était allé beaucoup trop loin dans la libéralisation, dans l'affaiblissement de la puissance publique, dans la manière dont les États eux-mêmes, finalement, se sont, à partir des années 80, dépossédés de toute capacité d'intervenir sur le cours des choses. Autant existe maintenant un risque inverse de mouvement de balancier, non pas à nouveau vers plus de régulation, plus de raison, plus d'écologie, plus de pondération, ce qui serait tout à fait souhaitable, mais vers du nationalisme pur et simple. Et donc, un des grands débats, à mon avis, pour la suite, sera aussi celui-là. Je sais bien que l'histoire ne se répète jamais deux fois de la même manière. Il n'empêche, quand on regarde entre 1929 et tout au long des années 30, la rétractation des échanges commerciaux internationaux qui va à peu près de pair avec la rétractation de la croissance économique et la récession et malheureusement la montée en puissance de toutes les xénophobies et en particulier du nazisme, sans faire de rapprochement trop simple, on voit bien qu'il existe un risque aujourd'hui de repli sur soi pur et simple. Encore une fois, il y a certaines choses qui doivent être revues très clairement. Je l'ai toujours dit et je continue plus que jamais à le penser. Autant il faut tous qu'on soit très attentifs à ce que cette crise, finalement, ne conduise pas à raviver et activer plus qu'il ne l'était déjà les vents mauvais qui soufflent sur l'Europe et sur le monde entier. Donc là-dessus, il y avait une action mondiale, effectivement, de solidarité internationale et en particulier européenne à construire de manière extrêmement forte. Alors, pas de manière incantatoire, mais de manière concrète, à travers des rapprochements, à travers des politiques communes. Sans cela,
l'après peut vraiment être terrible, à la fois pour la vie concrète des gens et pour toutes les valeurs que je pense nous partageons au nouvel esprit public. Comme vous l'avez entendu, ou plutôt comme vous ne l'avez pas entendu, Jean-Louis Bourlanges ne nous a pas rejoint. Soit la technique a eu raison de lui, soit les réseaux ont faibli au-delà de ce qui est raisonnable, soit sa propre technophobie finit par paralyser ses efforts. Mais bien entendu, s'il nous rejoint en route, nous lui donnerons avec plaisir la parole. Pour le moment, je la donne avec non moins de plaisir à Lionel Zinsou. Oui, alors, moi je pense qu'on pouvait peut-être dans ce discours être un tout petit peu plus détaillé sur la reprise de l'activité, bien que, évidemment, ça aurait pu brouiller un peu le message sur soyons très prudents sur le déconfinement. Mais la vérité, c'est que l'appareil de production français est en train de se remettre en route, en fait. Il était à moins 35% à fin mars. Mais par exemple, dans le domaine de la construction, qui est si important pour l'emploi, qui est si important sur tout le territoire, il y a beaucoup de chantiers qui maintenant reprennent en prenant des précautions sanitaires. Il y a des chaînes de logistique qui fonctionnent bien. Il n'y a aucun problème d'approvisionnement des Français dans les biens essentiels. Donc, ça veut dire que tout ça a été relativement bien géré. Les chaînes logistiques sont prêtes. Et peut-être qu'on pouvait aussi donner un message d'espoir. Le pays va se remettre à vivre. Il est probablement aujourd'hui plutôt à moins 20% qu'à moins 35%. Alors, c'est déjà quand même pour un mois la chute historique la plus élevée. On n'a jamais connu ça, ni au début du XXe siècle, ni à la fin du XXe siècle, ni au début des crises du XXIe siècle. Néanmoins, je pense qu'on pouvait peut-être donner un peu d'élan et d'espoir sur l'économie va se remettre en marche. D'ailleurs, grâce à beaucoup d'efforts, moins impressionnants peut-être, plus quotidiens que ceux des soignants, mais quelque chose est en train de se remettre en marche qui va se développer significativement en juin. Ça a été un peu le choix du président Trump qui assez habilement a fait remonter les marchés financiers et un peu le moral aux États-Unis après un nombre considérable d'erreurs. D'abord en disant un peu comme en Allemagne, tout ça doit être très local, donc c'est les gouverneurs qui vont agir, mais qui a annoncé comment, en 3 étapes, on allait relancer l'économie, l'emploi, et d'ailleurs en mobilisant beaucoup plus de moyens, si on compare, que les moyens qui sont actuellement annoncés en France et qui vont devoir être complétés. C'est la même chose en Allemagne. L'Allemagne a présenté un plan qui n'est pas que le plan d'urgence, mais qui est aussi le plan de relance de l'économie avec des mesures très, très originales, notamment 150 milliards d'apports en capital aux entreprises, ce qui ne s'est jamais vu, sauf peut-être d'ailleurs en Allemagne au moment du redressement de l'Allemagne de l'Est, mais enfin dans aucun autre pays. Et donc, je pense qu'il faudrait quand même pas tarder, puisque de grandes puissances sont un tout petit peu plus rapide sur la préfiguration du futur. C'est quand même très important pour que les gens aient confiance, qu'on leur dise, alors que je crois qu'il y a un sentiment, qui n'est peut-être pas partagé par la CGT, mais qui est quand même très fort, de volonté de retour au travail. Il va y avoir un héroïsme quotidien du travail, je crois. Techniquement, l'économie française va simplement se redresser par la reconstitution des stocks, avant même que les gens se posent la question de savoir s'ils ont envie de consommer plus ou pour les chefs d'entreprise d'investir plus. Donc je crois que ça, c'est une dimension qui manque un tout petit peu si on compare à ce qu'on a observé en Allemagne et ce qu'on a observé aux États-Unis. Il y a un moment quand même où dans le discours, il faudra parler aussi de l'angoisse maintenant qui va succéder à l'épidémie comme priorité, et qui est: vais-je retrouver un emploi, vais-je retrouver un emploi pour mes enfants, parce que les jeunes vont être assez fortement touchés. Ils ont déjà beaucoup de CDD disparaissent, d'intérim. Comment va-t-on recruter la cohorte de gens qui arrivent sur le marché du travail en 2020? Ça risque d'être une génération sacrifiée, une année sacrifiée. Donc, je pense qu'assez vite, une fois qu'on a rétabli les valeurs, l'humilité, la transparence et nos valeurs de gauche et nos valeurs mondialistes, moi j'insiste beaucoup, je trouve que ça c'était
courageux de dire ça, parce que c'est pas évident que l'opinion française attende qu'on leur parle beaucoup d'Europe qui protège et d'Afrique qui a besoin de solidarité. Mais il y a un moment, il faut aussi dire, voilà comment on va retrouver, atteindre le bas de la dépression et retrouver assez vite, mais à condition de le faire ensemble en se mobilisant, le chemin de quelque chose qui sera plus normal et qui rassurera les gens sur leurs emplois. Je pense qu'il y a encore un grand discours à faire. Alors, ça sera peut-être la veille du 11 mai ou le lendemain. Michaël Avigal? Oui, sur la réponse économique, plus précisément, je pense un peu quand même déjà dire que Emmanuel Macron a très très bien tiré les leçons de ce qui n'était pas bien géré lors de la crise financière en 2008-2009. Il a adapté tout de suite le dispositif que connaissait l'Allemagne à l'époque, qu'on appelle en français le chômage technique. En fait, en allemand, c'est Kurzarbeit. Je préfère ce mot parce que ça veut dire que, en quelque sorte, on réduit juste un peu le travail. Donc, le mot travail prédomine. Je ne sais pas pourquoi en français, il faut toujours utiliser le mot chômage. Mais en tous les cas, le dispositif est quasiment le même. Et ça permet effectivement aujourd'hui je crois, on est à 9 millions de personnes à être payées et ne pas avoir des peurs existentielles. Donc là, je dis chapeau, je trouve que c'est vraiment une réaction très rapide. Alors effectivement, ce qu'a dit Lionel est totalement vrai. L'Allemagne a fait le plus grand plan de relance jamais fait depuis la Deuxième Guerre mondiale, même pas comparable avec ce qu'on a mis sur la table en quelque sorte pour la réunification. C'est 10% du PIB allemand, donc c'est énorme. Et ça va bénéficier bien sûr aussi au reste de l'Europe. Et je pense ce que je trouve assez intéressant, l'Allemagne, qu'on disait en fin de course, la grande coalition qui ne tenait plus ensemble que par la peur de perdre le pouvoir, cette pandémie a remis en selle, en quelque sorte, cette grande coalition. Et moi, ce qui me frappe, le président Macron a fait appel, en quelque sorte, à la concorde nationale. En Allemagne, on a vu, il fallait regarder la dernière conférence de presse d'Angela Merkel, on a vu vraiment dans la réalité des dirigeants des différents partis tous dire la même chose. On ne joue pas l'économie contre la santé. Nous voulons tous préserver au plus la santé de nos citoyens et en même temps, nous voulons préserver notre économie. Et ce discours-là, je crois, il est vraiment très 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 important parce que c'est pas l'enjeu aujourd'hui de dire est-ce qu'on doit pencher plus vers une reprise rapide ou plus vers une prudence de santé. Il faut vraiment essayer d'avoir en tête les deux et les deux aspects se valent. Merci. Je signale qu'il y a un certain nombre d'activités pour lesquelles la question économique est très importante, mais qu'elle n'est pas la seule. Elle n'est pas la seule pour eux, pour elles, pour ces activités. Et elle n'est pas non plus la seule pour nous. Je pense à tout ce qui touche au spectacle et au monde de la culture. Et il va falloir imaginer une partie de l'été sans activités culturelles, sans festivals, petits ou grands, municipaux ou internationaux, et peut-être même tout l'été. C'est là quelque chose qui a, me semble-t-il, beaucoup à voir avec le moral des troupes et avec ce qui pourra se passer après le 11 mai. Si sur ce sujet, Jean-Louis Bourlange étant définitivement dans les terres informatiques, si sur ce sujet personne ne souhaite ajouter quelque chose, je vous propose que nous passions à l'autre sujet que j'avais envisagé avec vous, celui de la dette africaine. Ou encore peu touché par la pandémie, le continent africain va en subir de plein fouet les conséquences économiques. Pour la première fois en 25 ans, l'Afrique subsaharienne va connaître une récession économique, c'est ce que prévoit la Banque mondiale. Après une croissance de 2,4% en 2019, la récession devrait se chiffrer en 2020 entre moins 2,1
et moins 5,1%. Pour toujours la Banque mondiale, les économies africaines sont victimes de la chute brutale de la croissance de leurs principaux partenaires commerciaux, particulièrement la Chine, la zone euro et les États-Unis, victimes de la baisse des cours de matières premières, de la baisse de l'activité touristique, ainsi que des effets des mesures de lutte contre la pandémie, comme le confinement. Dans son discours lundi dernier, Emmanuel Macron a mis en avant la nécessité d'annuler massivement la dette de l'Afrique. Le pape François, l'ONG Oxfam, plusieurs dirigeants africains comme le président sénégalais Macky Sall se sont exprimés dans ce sens. Dès mars, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international demandaient l'annulation ou un rééchelonnement de la dette. En outre, le FMI a annoncé le 13 avril une aide d'urgence à 25 des pays les plus pauvres du monde. L'endettement du continent africain est considérable. Sur le site de l'agence ECOFIN, la Banque africaine du développement, dans ses perspectives 2020 sur l'économie africaine, elle précise qu'entre 2008 et 2018, la dette publique moyenne des pays africains est passée de 38 à 56% du produit intérieur brut du continent. En 2018, la dette publique externe des pays d'Afrique subsaharienne s'élevait à 365 milliards de dollars. Mercredi, les ministres des Finances et les banquiers centraux du groupe G20 ont donné leur aval à une suspension immédiate et pour une durée d'1 an de la dette de 76 États, dont 40 d'Afrique subsaharienne. Cette décision s'appliquera à compter du 1er mai, sera valable jusqu'à la fin de l'année. Elle doit libérer 20 milliards de dollars de liquidités. Tous les créanciers officiels bilatéraux participeront à cette initiative, précise le G20, en appelant les créanciers privés à participer à cet effort. Cette mesure est d'autant plus importante que le G20 compte parmi ses membres la Chine, l'un des principaux créanciers de l'Afrique, et elle devrait concerner 76 pays, dont 40 en Afrique, et 20 milliards de remboursements. Sur cette question, Lionel Zinsou. Oui, Philippe, je voudrais quand même qu'on fasse l'hommage à l'Afrique de, au fond, regarder ces chiffres comme on regarderait ces chiffres s'ils étaient de n'importe quel autre continent. Il ne faut pas exagérer le pathos, si vous voulez. Oui, la dette publique est de 58%. Vous savez qu'en France, elle est de 100%. Et vous avez en tête que le PIB de l'Afrique, à 2700 milliards de dollars, c'est exactement le PIB de la France. Et le président de la République, dans le chiffre qu'il a cité dans une interview à RFI, a parlé de 95% de dette en Afrique, ce qui est vrai parce qu'il a ajouté la dette privée, la dette des ménages et des entreprises, à la dette publique. 95%. Je ne sais pas si tous les Français ont en tête que la dette privée des ménages et des entreprises, en France, c'est 130% du PIB. Donc, vous ajoutez les deux, 100% pour la dette publique, 130%, 230%, qui se comparent à 95%. Pour deux économies, alors l'économie africaine est fragmentée en 54 pays, mais enfin deux économies qui pèsent exactement le même poids. Donc, faire un tout petit peu attention. De temps en temps, on dit oui, mais l'Afrique lève moins d'impôts parce qu'il y a plus de secteurs informels, donc elle ne peut pas soutenir une dette comparable. Oui, c'est possible, c'est vrai. On lève en moyenne par rapport aux pays européens en impôts, nos budgets pèsent à peu près moitié moins. On a moitié moins de prélèvements obligatoires en Afrique. Néanmoins, la dette du continent, elle est la moitié de la dette des continents avancés, des pays de l'OCDE. Donc c'est relativement logique. Je veux dire, on n'est pas ivre de dette. On ne sait pas, par mauvaise gouvernance, mauvaise prévoyance et prévision, on ne sait pas gaver de dette. Il faut faire un tout petit peu attention quand on commente tout ça. Ce que prévoyait le Fonds monétaire pour l'année 2020, c'était qu'on passe de 58 à 56%. Pour une raison simple, c'est que l'Afrique, s'il n'y avait pas eu l'épidémie, elle a une tendance à maîtriser sa dette par la croissance. Parce que le dénominateur, c'est quand même la croissance du PIB. Alors, vous avez dit, c'est très grave, la récession. Et c'est vrai, on a eu les statistiques du Fonds monétaire international. Et c'est la première fois que l'Afrique subsaharienne va être à moins 1,6%.
vous avez en tête que dans la même prévision parue mercredi, l'Union européenne est annoncée en 2020 à moins 7,5%. Vous avez également en tête que ce qui fait les moins 1,6%, c'est pas la pandémie, c'est pas le confinement, c'est le pétrole. Vous avez en tête que l'Afrique est un grand exportateur d'hydrocarbures, que les hydrocarbures qui coûtaient $70 le baril il y a 3 mois, aujourd'hui, le baril coûte $20. Il y a quand même peu de gens qui connaissent un accident industriel comparable, où vous avez les 2/3 du prix qui disparaissent aussi rapidement. Donc, faites un tout petit peu attention quand on commente les chiffres africains, il ne faut pas faire de folklorisme. C'est des chiffres qui sont comparables absolument à tous les chiffres mondiaux. Et là, on regarde comment ça se présente de façon sereine. Alors, pourquoi est-ce que c'est très important d'avoir annoncé qu'on allait effacer une partie de la dette? Ça reste entièrement à négocier. Pour l'instant, ce qui a été approuvé le mercredi soir par le G20, c'est de suspendre pour 1 an la dette bilatérale, c'est-à-dire ce que un pays, le Maroc, la Côte d'Ivoire, doit à la France ou doit aux États-Unis. Pas encore tout à fait, mais il devrait s'y rendre dans les jours qui viennent. La négociation est en cours. La dette des grandes institutions multilatérales, comme la Banque mondiale. Et puis, il restera un 3e chantier. Donc, il y a 3 chantiers qui ont été ouverts, ils ne sont pas encore conclus. C'est la dette privée, ce qui a été émis sur les marchés, les eurobonds, puisque les États, ayant une croissance forte et faisant des progrès importants, ont développé leur dette en émettant des titres, comme tous les grands pays développés, sur les marchés financiers. Et donc, la question, c'est est-ce qu'il y a un risque de suspens ou de défaut et une possibilité d'annulation de cette 3e catégorie de dette? Donc, vous voyez, c'est un chantier un peu technique qui va prendre un peu de temps, mais le geste symbolique, c'était celui-là. Pour une raison très simple, c'est que effacer de la dette, c'est exactement l'équivalent d'accorder de nouveaux crédits. Si vous voulez, prenez l'aide aux entreprises françaises aujourd'hui dans les plans. L'idée, c'est je vous accorde des nouveaux crédits. Je vous en accorderai pour 300 milliards garantis par l'État. C'est une technique. On aurait pu adapter la technique, et peut-être qu'on y viendra si la crise s'aggrave encore, décider d'effacer une partie de la dette des entreprises. C'est exactement l'équivalent. La seule différence, c'est que c'est immédiat, c'est instantané. C'est-à-dire qu'on estime, enfin l'Union africaine estime que la décision de mercredi soir, elle vous donne 40 milliards d'espace budgétaire, parce que les budgets n'auront pas, pendant 1 an, à rembourser. Les budgets vont pouvoir le consacrer essentiellement aux dépenses sanitaires et aux dépenses pour les plus pauvres. Pourquoi ? Parce que si on ne fait pas ça, que ce soit des crédits supplémentaires, aujourd'hui, la France et d'ailleurs l'Allemagne et les États-Unis s'endettent tous les jours énormément. La dette française, il est prévu qu'elle passe de 100 à quelque chose comme 130% dans l'année. 130% du PIB. Eh bien, l'Afrique, il faut qu'elle fasse la même chose, mais c'est beaucoup plus rapide de le faire en suspendant ou en annulant une partie de la dette qu'en injectant des crédits nouveaux, ce qui prend des négociations beaucoup plus lentes. Or, il y a une urgence extrême. Et Philippe, elle est double, cette urgence. Il ne faut pas commencer en disant l'Afrique paraît un peu épargnée. Non, elle est arrivée tard parce qu'elle a beaucoup moins d'échanges, beaucoup moins de liaisons aériennes. Quand vous prenez la pandémie et sa diffusion mondiale, vous regardez, ça suit à peu près le volume des lignes aériennes partant de la Chine et ensuite partant de tous les pays très fortement contaminés. Nous, on est plus à l'écart. Tout à l'heure, on parlait de la Lozère. Michaela disait, regardez, il y a très peu de cas, c'est très rural. L'Afrique est très rurale. L'Afrique est vide. Il y a 40 habitants au kilomètre carré, c'est-à-dire quelque chose comme 4 fois moins de densité qu'en Europe. Et donc, dans l'Afrique rurale, ça progresse également moins vite. Et enfin, l'Afrique est plus jeune. Donc, même quand vous avez des contaminations, vous avez un peu moins de décès parce que la population jeune semble plus épargnée et vous êtes dans un continent
où la moitié de la population a moins de 18 ans. C'est un continent 2 fois plus jeune, ça peut avoir des conséquences sur la létalité. Ça, c'est effectivement ce qui explique qu'on arrive un peu tard dans la pandémie, mais malheureusement, quand vous prenez les courbes exponentielles, on n'est pas tout à fait au rythme français ou italien d'il y a 15 jours, un mois, c'est-à-dire qu'on ne double pas tous les 3 jours, l'Afrique double tous les 5 jours. Donc nous n'échappons pas du tout, en fait, à la contamination exponentielle. Peut-être qu'on aura un peu moins de létalité à raison de la démographie, à raison de la jeunesse, mais on aura plus de létalité à raison de la faiblesse du nombre de médecins, du nombre de lits, du nombre d'hôpitaux et du difficile accès aux médicaments qui sont coûteux. C'est pour ça que cette bouffée d'air de 40 milliards est un acte de solidarité minimale et essentiel, parce que, vous voyez, dans le plan français, pour le même niveau de PIB, on met sur la table 100 milliards d'argent budgétaire. Ça, c'est le Conseil des ministres, la loi de finances rectificative de mercredi. On met 300 milliards de liquidités pour les banques. L'Afrique doit donc mobiliser des sommes assez voisines. Et donc, ces 40 milliards sont un premier geste rapide et efficace. Lionel, trois remarques, ne l'ont pas devenir à nous-mêmes notre propre sujet, mais je vous rappellerai amicalement que j'ai jamais pensé ni dit que la pandémie ne toucherait pas l'Afrique. J'ai dit encore peu touchée. Et en effet, je suis conscient de la lenteur relative, du décalage en tout cas entre les deux. Pour le reste, les chiffres que j'ai cités, et dont vous m'avez indirectement gourmandé, ce ne sont pas les miens, ce sont ceux de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Et je pense, avant de passer la parole à Mathias, je pense qu'il était aussi utile que ces chiffres soient présentés, pas seulement dans cette émission, mais d'une manière générale, non pas pour dramatiser quelque chose, et je pense que c'était aussi extrêmement utile que vous les mettiez en perspective, et notamment avec les chiffres européens et avec les chiffres français. Mais s'il était important de donner ces chiffres, c'est aussi parce qu'il est important. Mathias le disait tout à l'heure, l'un des risques que nous courons, c'est de nous enfermer, de nous renfermer sur nous-mêmes et de cesser de nous intéresser au reste du monde. Et que pour faire comprendre la nécessité de ce moratoire d'abord et sans doute ensuite de l'annulation de la dette, je pense que des chiffres de cette nature sont importants. Mathias Fekl. C'est difficile de parler de ce sujet après Lionel, puisque par définition, il en maîtrise tous les aspects, à la fois en termes d'approche financière et puis aussi en termes d'impact en tant que responsable politique de tout premier plan en Afrique. Peut-être simplement quelques mots en complément de ce qui a été dit. D'abord, il faut saluer la décision qui a été prise et qui a été annoncée lundi soir par le président de la République. Je crois que c'est effectivement un symbole fort, une annonce forte qui s'inscrit d'ailleurs dans d'autres annonces, en particulier du Fonds monétaire international, beaucoup d'instances multilatérales qui sont exactement dans cette approche-là. Le secrétaire général de l'ONU, qui, je crois, dès le mois de mars, appelait également à agir de la sorte. Ensuite, il y aura la question de la mise en œuvre. Comment cette annonce va-t-elle se traduire concrètement ? En particulier, comment est-ce que la Chine, qui a donné son accord aussi sur cette approche, va-t-elle concrètement mettre cela en œuvre ? Comment va-t-elle ou non travailler avec le Club de Paris qui gère ces questions de dette internationale ? Ça, je pense que c'est un aspect très important de la mise en œuvre. Comment va-t-on traiter la question des dettes privées, qui, sauf erreur de ma part, représentent maintenant entre 20 et 30% des dettes souveraines africaines. Tout ça, ce sont des questions, évidemment, qui, dans la phase de mise en œuvre, vont être extrêmement présentes. Après, au-delà de la question de la dette, je crois que se pose la question du partenariat de long terme, et vraiment d'un partenariat d'égal à égal que nous souhaitons avec l'Afrique, qui est clairement un continent d'avenir, peut-être le continent
d'avenir. En tout cas, ce qui est certain, c'est que partout en Afrique se fait jour une vitalité économique, mais aussi sociale, artistique, intellectuelle, absolument extraordinaire, avec une jeunesse qui ne demande qu'à pouvoir s'exprimer pleinement, avec c'est vrai, encore beaucoup d'économie informelle, mais qui, le jour où elle rentrera dans l'économie formelle, sera un atout de croissance absolument formidable. Donc, comment est-ce que la France et l'Europe, là-dessus, bâtissent de vrais partenariats qui soient ni dans une approche condescendante ou un peu néo-colonialiste, ni non plus dans une pure volonté de faire main basse sur les richesses et l'attractivité économique. Là-dessus, il y a vraiment des choses à faire parce que vous avez l'approche chinoise, redoutablement efficace, qui, vous le savez, arrive avec des infrastructures clés en main et les prêts en apparence très avantageux qui vont avec, qui comme ça ont quand même remporté un nombre de marchés absolument incroyable dans toutes les parties du continent africain, à notre détriment d'ailleurs, mais qui ensuite crée une dépendance extrêmement forte. Donc, encore une fois, quelle approche voulons-nous là-dessus ? Ça suppose de nouvelles modalités de négociation commerciale, de nouveaux partenariats commerciaux, de la visibilité à long terme. Et c'est tout ça aussi, je pense, qui doit maintenant se construire, avec quand même toujours un peu en inconscient, malheureusement, la question migratoire également présente. Et d'ailleurs, dans l'annonce en tout cas dans l'approche actuelle de l'exécutif, je pense que cette question est présente aussi. Le ministre de l'économie l'a formulée d'ailleurs telle quelle, en disant que une crise très forte en Afrique conduirait aujourd'hui à des flux migratoires extrêmement importants. Donc, je pense vraiment que cette question du partenariat global et de sa traduction concrète est aussi un défi absolument important qui doit être mis en œuvre en parallèle de cette question de la dette. Michaela Wiegel. Oui, alors beaucoup a été dit et je suis bien sûr d'accord que c'est absolument nécessaire d'obtenir tout d'abord ce moratoire et je l'espère par la suite une annulation de la dette pour l'Afrique. Alors moi j'ai quand même envie de nuancer, de donner quelques tons un peu critiques sur la façon de procéder. Alors Emmanuel Macron s'est adressé aux Français lors d'une intervention télévisée, la Marseillaise, et il a parlé comme si c'était à lui de décider on va annuler la dette de l'Afrique. Il a oublié de mentionner que de toute façon, il était un des partenaires dans le Club de Paris, dans le G20, dans les différents cercles internationaux qui gèrent la dette, et que la dette bilatérale de la France est une infime partie de ce qu'il s'agissait. Et moi, j'avoue, et c'est une réaction qu'on a assez souvent aujourd'hui en Allemagne, cette façon de prétendre de toujours parler pour tout le monde et ne pas même pas mentionner les partenaires européens, ça fait douter un petit peu de vraiment la véritable démarche européenne. Et je le dis uniquement parce que je trouve maintenant, au bout de presque 3 ans au pouvoir, il devrait avoir compris que notamment pour l'Allemagne, qui est tout aussi concernée, ce serait probablement mieux de ne pas toujours avoir seul ce geste symbolique, mais aussi dès le départ de s'associer. Et je trouve, si on veut vraiment s'insérer dans un cadre multilatéral, si on veut vraiment défendre le multilatéralisme, comme Emmanuel Macron le dit, il faudrait plus faire attention de ne pas toujours avoir cette attitude qui je ne sais plus qui le disait au départ, d'être un peu au niveau de Gaulle. Je trouve il y a une contradiction dans la façon de faire, être celui qui gère un peu la dette de l'Afrique tout seul, en parlant pour tout le monde, et de l'autre côté, prétendant d'être un grand Européen. Lionel Zinsou,
Philippe, je ne vous ai pas gourmandé du tout. Vous avez cité des chiffres qui ne sont pas les vôtres, qui sont des chiffres tout à fait vrais du Fonds monétaire, de la Banque africaine de développement. Ce que je voulais juste, c'était qu'on les proportionne en ayant bien en tête qu'on parle d'une économie comme l'économie française et comme tous les Français ont en tête l'importance des efforts de l'État, les 100 milliards et les 300 milliards, ou l'importance du plan allemand, plus de 1000 milliards, pour partie très 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 importante du PIB, plus de 10% du PIB en termes d'impact budgétaire, etc. C'est pour ça que je voulais qu'on dise oui, pour une économie de cette importance, c'est 40 milliards. C'est 40 milliards si on suspend bien le principal, c'est 12 milliards seulement si on ne suspend pour un an que les intérêts. Donc il y a encore pas mal de négociations à faire. C'était juste pour proportionner en fait. Et je crois que c'est quand même important de mettre ce genre de chiffres en perspective. Aujourd'hui, la France ou l'Allemagne qui empruntent entre 250 et 300 milliards normalement sur les marchés mondiaux, donc également à l'étranger, elles vont augmenter très significativement ces levées de fonds pendant l'année 2020. L'Afrique va également augmenter ses émissions de dette. Et si on annule de la dette ancienne, ça évite de faire un peu plus de dette aujourd'hui dans le courant de l'année 2020. Donc c'était juste pour bien dimensionner. Il y a un geste historique et de solidarité, c'est très important, mais c'est quelque chose d'assez normal puisque tout le monde fait exactement la même chose parce que c'est la même pandémie qui a les mêmes effets à travers le confinement d'arrêt volontaire de l'économie et que donc les solutions, c'est de la création monétaire. En Afrique, on se l'autorise très très peu, en Europe énormément, aux États-Unis encore plus, comme au Japon, comme en Chine, et puis de la dette. Et donc c'est quelque chose qui est une problématique que nous partageons en fait avec le monde entier. Cela dit, sur la mise en œuvre de la chose et le fait que ce soit un geste assez spectaculaire où l'Afrique parle avec l'Europe d'égal à égal, il faut savoir comment ça a été fait en fait. Il y a maintenant une voix de l'Afrique. Il se trouve que les chefs d'État travaillent en vidéoconférence à travers le bureau de l'Union africaine, donc quelques-uns d'entre eux, tous les vendredis, et ils ont un chef qui est le patron, le président de l'Union africaine, qui est le président actuel de l'Afrique du Sud, qui est d'ailleurs le seul pays africain représenté au G20, et qui conduit les travaux. Et il se trouve qu'ils ont eu l'idée d'inviter Emmanuel Macron, qui, le 3 avril, a participé à une de ces réunions et a écouté ce qu'étaient les besoins de l'Afrique globaux, et à l'intérieur de ceux-ci, ceux qui concernaient la dette, et qui a dit, eh bien, j'appuierai le président sud-africain au G20 et je vais rallier mes collègues européens. Et vous avez vu, en effet, qu'il y a un texte signé qui a été publié dans la presse internationale où il y a la signature d'Angela Merkel, la signature de Mark Rutte, des Pays-Bas, du président du Conseil espagnol, du Premier ministre portugais, etc. Et en tout cas de tous les membres européens du G20. Mais il faut à un moment donné que quelqu'un soit invité à parler avec celui qui fait nouveau parle pour toute l'Afrique, avec un mandat très clair, et qu'il l'invite et que le président français dise, eh bien, j'ai bien compris et je vais être votre partenaire dans cette affaire et je vais rassembler les autres. Donc, Michaela, c'est juste chronologique. Il a été invité et il a dit, je fais le tour, je prends ma part du travail et je fais le tour des membres du G20 qui sont des Européens, et puis on élargit un petit peu, d'où la présence des Espagnols et des Portugais. C'est pas Lionel, si vous ne voulez pas que je vous gourmande quant à la nécessité de respecter, ce serait paradoxal quand même que Jean-Louis Bourlanges n'ayant toujours pas réussi à nous rejoindre, nous dépassions éhontément les limites de notre heure habituelle d'enregistrement. Je suis bien entendu d'accord avec la nécessité de mettre en perspective, comme vous l'avez fait, comme vous pouvez le faire compte tenu de ce que vous savez de première main. J'ajoute aussi que je suis content que nous continuions à traiter chaque semaine un sujet qui ne soit pas un sujet intérieur et que nous efforcions de ne pas agir comme si le monde se limitait à nous. L'heure a sonné de notre
Dernière séquence, la séquence des brèves. Je commencerai à la demande générale pour dire que dans ces temps, la lecture d'Alexandre Vialat et de ses chroniques de la montagne sont un grand recours. Et je citerai juste la conclusion de l'une d'entre elles où il s'interroge sur la gloire. La gloire, dit-il, est une affaire qui ne concerne plus l'homme auquel elle voudrait s'adresser. On n'est jamais plus mort qu'en bronze. Ensuite, à partir de ce geste nécessaire, on entre dans l'anonymat. Il pleuvra, il fera noir, le square sera fermé. Les enfants qui reviendront de l'école, regardant à travers la grille, verront cette statue dans l'ombre, plus noire que l'ombre, et demanderont qui c'est, avec respect au maximum. Voilà la gloire. Elle consiste à être oubliée de façon personnelle. Michaëla Wieg. Oui, alors moi je passe à Notre-Dame de Paris et un poème de Gérard de Nerval qui m'a fait découvrir tout un petit livre franco-allemand parce que Gérard de Nerval avait traduit le Faust de Goethe et Goethe avait dit qu'il retrouvait, il était très âgé, qu'il retrouvait un nouveau charme de son propre œuvre dans cette traduction. Et ce livre qui est vraiment très agréable à lire en confinement, c'est des poésies de Gérard de Nerval en version française, donc originale, et en version allemande. Et c'est paru chez un petit éditeur allemand. Et la traduction est vraiment excellente. Elle est faite par Manfred Krüger. C'est tout un... On en trouvera la référence sur notre site, ne vous inquiétez voilà. pas. Mathias Fekl. Le confinement est de manière contrainte et forcée, mais pour beaucoup, de manière de revenir à l'essentiel. Donc, 2 lectures pour cela. La première, c'est Walden de Thoreau, La vie dans la forêt. Et la vie au rythme de la nature, avec tous les enseignements qu'elle apporte. Et la seconde lecture, c'est Sénèque, de La brièveté de la vie, dont la grande thèse principale est, vous le savez, que la vie est brève non pas parce qu'elle est trop courte, mais en réalité parce que nous la remplissons trop d'activités futiles. On rappellera que Sénèque souhaitait qu'on sépare les choses du bruit qu'elles font, ce qui est d'une certaine manière une devise à laquelle nous nous efforçons d'être fidèles. Lionel Zimassou. Oui, j'ai pas eu le temps de commenter tout à l'heure le point de Mathias sur la Chine, mais j'invite très volontiers les auditeurs à aller sur le site de Terra Nova. Excusez-moi de faire la publicité pour Terra Nova, pour regarder la dernière publication sur la Chine dans la pandémie et le mensonge d'État. Je pense que c'est une polémique qui va enfler, qui est en plus aggravée d'un début de doute sur d'où exactement est sorti le virus, et avec de plus en plus d'informations, ce que le président Macron, dans un entretien Financial Times, a appelé des zones d'ombre dans l'origine de la pandémie. Et donc, sur le mensonge et l'utilisation de propagande et l'utilisation géopolitique d'influence par la Chine de la pandémie, il y a là une dimension qui, malheureusement, chez tous les sinologues, semble suggérer qu'elle est orchestrée à partir de mensonges de propagande. Donc ça, c'est un vrai problème. Et je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Mathias tout à l'heure. Le traitement de la dette est un grand doute, mais ça sera un grand test sur ce que la Chine est vraiment en train de faire comme gestion géopolitique des conséquences de la pandémie. Si vous voulez, pour l'instant, on craint un peu qu'elle demande à saisir les actifs quand elle n'est pas remboursée, parce qu'elle l'a fait une fois au Sri Lanka. Si elle le fait, elle va perdre tout le crédit, le bénéfice, le respect, voire l'admiration sur l'efficacité, qui déjà, en termes de vérité, commence à être un petit peu challengé. Merci beaucoup. Merci à Sophie Jacquin, avec qui cette émission a été préparée, à Charles de Cilia, qui l'a
nettoie et la met en musique, à Benoît Carré, qui est lui tout seul, tout le personnel soignant de cette émission, à Olivier Magloire qui se suit toutes les questions qui touchent au site de financement, et à Nouvelles Écoutes, qui est notre producteur. Et rendez-vous ici même dimanche prochain, et puis dans la semaine, pour probablement mercredi, pour un bada sur la pandémie vue du Japon et l'analyse de la manière dont le gouvernement japonais l'a traitée. Merci à toutes et à tous.